Si vous avez eu 15 ans dans le Nord ou en Flandre, vous vous souvenez du Flandria Record. Le crépitement du deux temps le dimanche matin, l'odeur du mélange, le geste de passer les vitesses au pied, et ce rêve, à cet âge, d'aller enfin trop vite. Derrière ce petit moteur, il y avait un géant. Le plus grand fabricant de cycles d'Europe occidentale, 300 machines sorties chaque jour, un maillot rouge qui raflait des classiques d'un bout à l'autre du continent. Cette maison-là avait tout traversé. Survécu à 2 guerres mondiales. Survécu à un mur de briques dressé en plein milieu de sa propre usine. Survécu à l'arrivée de l'automobile. Survécu, un temps, au raz-de-marée japonais. Et puis, après plus de 30 ans de cyclomoteurs sortis de Zedelgem, un 21 mai, les grilles se sont refermées pour de bon. Comment un nom qui faisait rêver tous les gamins de la frontière a-t-il pu, tout simplement, disparaître ? Chapitre 1 : La forge du lion. Cette histoire commence, comme tant d'histoires du deux roues, par une forge de village. Au bord de la Torhout Sestenweg, dans un hameau de Flandre occidentale qu'on appelait Deleu, le lion, une famille battait le fer depuis le XIXe siècle. Les Claise. Le nom était sur l'enclume avant d'être sur les cadres, avant d'être sur les moteurs, avant d'être sur les maillots rouges que l'Europe entière apprendrait un jour à reconnaître. Le point de départ tient dans un mariage. Vers 1825, un forgeron flamand du nom d'Alexander Claise épouse une fille de la famille d'Ombrecht qui possédait la forge de Zedelgem. C'est ainsi que les Claise entrent en possession de l'atelier, du feu, de l'enclume. De ce feu, tout sortira. Mais le premier à comprendre que le fer pouvait devenir autre chose s'appelait Louis Claise. Né en 1846, il avait commencé, comme son père, par le travail lourd et lent du forgeron de campagne. Puis, dans sa vingtaine, il s'était mis à fabriquer de petits objets roulants, des jouets, des landaux, des voitures d'enfants, des choses qui avançaient. Et un homme qui passe ses journées à regarder des roues tourner finit par flairer, avant les autres, ce que le siècle qui vient va exiger. Ce que le siècle allait exiger, c'était la bicyclette. En 1896, Louis Claise construisit la sienne. Il lui donna un nom qui disait exactement d'où elle venait, de Westflamsche-Löwe, le lion de Flandre occidentale. Ce n'était pas encore une industrie. En 1910, la forge sortait environ 150 bicyclettes par an, le rythme d'un artisan, pas d'une usine. Mais le lion était né, et il ne mourrait pas de sitôt. Il faut s'arrêter un instant sur cette forge, parce que d'elle sortiront non pas une, mais 2 dynasties industrielles. Et c'est là que se dessine le premier fil de toute l'histoire. Car un autre Claise quitta le giron familial au tournant du siècle pour fonder sa propre affaire, des machines agricoles, avec des centaines d'ouvriers. Cette branche deviendrait Clayson, puis serait absorbée par un géant, et porterait finalement un nom que l'on connaît partout dans le monde, New Holland. Aujourd'hui encore, à Zedelgem, on assemble des moissonneuses-batteuses là où tout a commencé. 2 paris, nés de la même enclume. L'un mise sur la terre, sur les machines qui nourrissent. L'autre misera sur la vitesse, sur le rêve des gamins. Retenez ce contraste. À la fin de cette histoire, il aura tout dit. Mais le véritable bâtisseur, l'homme qui transformera un atelier de village en empire, c'est Aimé Claise. Doué d'un sens mécanique hors du commun, il fédère ses frères, Alidor, Rémy, Jérôme, et fonde avec eux, en 1924, de Werkhuizen Gebroeders Claise, les ateliers des frères Claise, sur le site même de la forge parentale. C'est la naissance véritable de l'entreprise. 4 frères, un nom, une ambition partagée. Personne, ce jour-là, ne pouvait imaginer que 2 de ses frères, une génération plus tard, dresseraient un mur de briques pour ne plus jamais se voir. Aimé était un homme qui voulait toujours essayer la chose suivante. En 1933, il construisit de ses mains 4 prototypes de motocyclettes de 500 cm3, équipées d'un moteur anglais, Jap, à soupape en tête. Des machines de vraie puissance, de vraies motos. Aucune n'entra jamais en production. Flandria resterait, par choix, le royaume du petit moteur. Comme si Aimé avait pressenti que sa force n'était pas dans la grosse cylindrée, mais dans l'objet léger, populaire, à la portée de tous. Ce choix-là, un demi-siècle plus tard, deviendra à la fois sa gloire et sa condamnation. Autour de la forge grandissait tout un monde.
le cluster métallurgique de Zedelgem, les Claise du Deux-Roues, les futurs New Holland, l'entreprise Paco, faisaient d'un bourg rural de Flandre un nom d'exportation. Autour du noyau industriel s'étendait le quartier ouvrier de Delehou, avec sa paroisse Saint-Éloi, ses maisons, ses familles, dont les hommes partaient chaque matin vers les ateliers. Ce n'était pas encore le géant qu'il deviendrait. Mais déjà, ici, l'usine était en train de devenir le village, et le village l'usine. Chapitre 2. Le lion de Flandre. En 1940, Aimé Claes prit la décision qui donnera son visage définitif à l'entreprise. Il modernisa les ateliers et rebaptisa la marque d'un mot latinisé, plus fier, plus large, Flandria. Le lion de Flandre, dressé sur ses pattes arrière. Ce n'était plus un nom de patois. C'était un nom fait pour voyager. Et voyager, il le fera. Après la Seconde Guerre mondiale, dans une Europe qui se relève et qui a soif de mobilité bon marché, la demande de bicyclettes explose. Un second atelier, plus grand, est bâti pour tenir le rythme, et une nouvelle usine sort de terre à Zwevenzele. Au début des années 50, les chaînes sortent quelque chose comme 250 000 vélos par an. Le petit atelier de Louis Claes, qui peinait à en produire 150 en 12 mois, est devenu une machine industrielle. Mais Aimé regardait déjà plus loin que la bicyclette. Le monde qui se reconstruisait voulait aller plus vite que le mollet ne le permet. La réponse tenait en un mot, le cyclomoteur. Un vélo, mais avec un moteur. La liberté sans la sueur. Les toutes premières machines motorisées empruntent un moteur allemand, un Rex de 40 cm3. Mais Aimé Claes n'était pas homme à dépendre longtemps de la mécanique d'un autre. Dès 1952, le moteur allemand est remplacé par un bloc maison, conçu et fabriqué à Zedelgem. L'année suivante, on ajoute à la gamme un cyclomoteur à 2 vitesses. Et dès cette première année de production sérieuse, l'usine écoule 25 000 cyclomoteurs. Le pari était le bon. Il faut comprendre ce que signifiait ce moteur maison, parce que c'est le cœur de tout ce qui suivra. Flandria ne se contentait pas d'assembler des pièces achetées ailleurs. Flandria fabriquait tout. Les cadres, les moteurs deux temps, et pour ses vélos de course, l'intégration allait jusqu'à l'obsession. Les pneus, les chambres à air, les câbles, la guidoline. Le savoir-faire ne sortait jamais des murs. Un cyclomoteur Flandria, c'était de l'acier flamand, forgé, usiné, monté et peint sous un seul toit, par des mains qui savaient exactement ce qu'elles faisaient. Cette maîtrise totale était une force immense. Elle deviendra, plus tard, un poids immense. Car une usine qui fabrique tout est une usine qui doit tout amortir. La montée en puissance est spectaculaire. Pour donner une idée du rythme, à son plein régime, la chaîne d'assemblage de Zedelgem était capable de sortir 300 deux-roues motorisés par jour. 300 machines quittant l'usine chaque jour ouvré pour être vendues d'abord en Belgique, puis dans toute l'Europe, jusqu'en Afrique du Nord et jusqu'en Amérique. Dans les années 60, Flandria devient le plus grand fournisseur de bicyclettes et de composants de cycle d'Europe occidentale, avec une production de pointe des vélos approchant les 350 000 unités par an. Le lion règne. Et il ne règne pas seulement sur la Flandre. Au sommet de son ambition, le groupe ouvre un centre de vente à New York, sur Broadway, à quelques pas de l'Empire State Building. Imaginez la scène. Un lion de Flandre, né d'une forge de village au bord d'une chaussée de campagne, qui installe sa vitrine sur Broadway. C'était de l'orgueil sans doute. Mais c'était l'orgueil de gens partis de rien et qui, en 2 générations, avaient conquis un continent. Aux États-Unis, on vendrait même leurs machines sous un autre nom, Bermuda, et des touristes en nourraient sur les collines de l'île qui leur donnaient ce nom, sans jamais savoir que ce petit moteur avait été forgé dans un hameau flamand. À la barre, 2 hommes se relaient. Aimé Claes, le bâtisseur, celui qui avait tout imaginé, et son successeur, Paul Claes, né en 1933, mort en 2011, que tout le monde à l'usine appelait Meneer Paul, Monsieur Paul, le grand patron des années de gloire. Sous sa direction, Flandria ne se contentera pas de fabriquer des machines. Il fabriquera une légende.
Mais nous n'y sommes pas encore, car avant la gloire, il faut raconter la blessure. La blessure que Flandria s'est infligée à lui-même. Et cette blessure a une forme très précise, presque incroyable, celle d'un mur de briques. Chapitre 3. Le mur. Il y a des entreprises que l'on tue de l'extérieur, et il y a des entreprises qui commencent à mourir de l'intérieur des années avant que quiconque s'en aperçoive. Flandria appartient à la seconde catégorie, et la date de la première fissure est connue, 1956. Les frères Claise ne s'entendaient plus, ce qui, dans une famille, arrive tous les jours. Mais dans une famille qui possède ensemble une usine, cela ne se règle pas par une chaise vide au repas du dimanche. Cela se règle par le partage de la machine. Il faut dire que Rémi Claise avait déjà commencé à préparer sa sortie. Dès 1949, il avait fondé sa propre usine de tubes d'acier soudés électriquement, installée à Lichtervelde, entre la voie ferrée, la gare et la Kortemarkstraat. Son fils, André, avait développé le projet de bout en bout, la conception, l'agencement, la construction, et en avait pris la direction quotidienne, produisant des tubes pour l'industrie du meuble, pour la construction, pour les canalisations d'eau et de gaz. Rémi avait donc, déjà, un pied hors de l'entreprise commune. Le divorce couvait. Jérôme se retire. Restent Aimé et Rémi, et entre eux, une rivalité qui a atteint le point où deux hommes ne peuvent plus travailler dans le même bâtiment. On dissout donc les ateliers des frères Claise, fondés une génération plus tôt dans l'élan d'une ambition commune. Et l'on procède au partage. Ce partage, il faut le décrire précisément, parce qu'il est presque impossible à croire. On ne sépara pas deux entreprises dans deux villes, on coupa une seule usine en deux. Au milieu des ateliers de Zedelgem, on dressa un mur de briques, en plein cœur du site. Certaines des machines les plus lourdes, les plus imposantes, se trouvaient précisément sur le tracé du mur. Alors on bâtit le mur autour d'elles, entre elles. Les portes qui reliaient les halles furent murées. D'un côté Aimé, de l'autre Rémi. Deux frères qui ne se parlaient plus, séparés par un mur qu'ils avaient fait bâtir eux-mêmes, dans la maison que leur père leur avait laissée. Aimé garde la marque Flandria. La société devient A. Claise Flandria. Rémi prend sa part, y ajoute son usine de tubes de Lichtervelde et lance sa propre affaire de cyclomoteur. Cette affaire, il lui donne un nom. Et ce nom est le détail le plus cruel de toute l'histoire familiale. Rémi baptise son entreprise Superia. Or, Superia était précisément le nom de l'un des cyclomoteurs les plus vendus de Flandria. Le frère cadet part en emportant le nom d'un produit phare de l'aîné. Ce n'était pas seulement une séparation, c'était un vol de baptême, une manière de dire « ce que tu as bâti, je peux le reprendre jusque dans son nom ». Le désastre industriel de cette scission est difficile à surestimer. Des machines neuves qui avaient coûté des millions de francs belges se retrouvaient immobilisées ou compliquées d'accès par ce mur absurde. Une génération de ressources contrariée par une querelle de fratrie. Mais le pire n'est pas là. Le pire, c'est que la Flandre venait de créer, d'un seul coup, deux fabricants de deux roues qui allaient se faire concurrence l'un l'autre, au lieu d'unir leurs forces. Et il faut être honnête sur ce point. Dans un premier temps, cette rivalité fut féroce, et elle stimula la production des deux côtés. Chacun voulait battre l'autre. Chacun sortait plus de machines, plus de modèles, plus vite. Le mur, paradoxalement, dopa les chiffres. Mais c'était une énergie tournée vers l'intérieur, gaspillée en duel fratricide. Car pendant que les deux frères s'affrontaient de part et d'autre de leurs briques, à des milliers de kilomètres de là, dans des usines de Honda, de Yamaha, de Suzuki, on préparait déjà la vague qui allait tous les emporter. Les deux clans se battaient pour la moitié d'un gâteau que les Japonais s'apprêtaient à leur retirer tout entier. Ce mur restera debout un quart de siècle. Il ne tombera qu'à la toute fin, abattu trop tard, dans des circonstances que nous raconterons, et qui ajoutent à l'ironie une dernière touche d'amertume. Pour l'instant, il suffit de savoir qu'il est là, debout, au milieu de l'usine, pendant que, de son côté du mur, Aimé Clais s'apprête à connaître ses plus belles années. Chapitre 4. Le petit moteur.
Franchissons maintenant les portes. Pas celles qui furent murées, les autres, celles par lesquelles, chaque matin, entraient les ouvriers de Flandria pour aller fabriquer le rêve. Un jeune homme qui arrivait à Zedelgem pour sa première journée d'atelier sentait l'usine avant de la voir. L'odeur du mélange d'abord, cette essence coupée d'huile qui est le parfum même du deux-temps et qu'aucun homme ayant travaillé là n'a jamais oublié. Puis le bruit. Le petit moteur qu'on lançait sur le banc d'essai, ce crépitement aigu, sec, un peu rageur, qui montait dans les aigus quand on ouvrait les gaz. Des années plus tard, d'anciens ouvriers décriraient ce son aussi précisément que s'ils l'avaient entendu la veille. C'était la musique de leur vie de travail. Le cœur de tout, c'était ce moteur deux-temps de 50 cm3, refroidi par air pulsé, conçu et fabriqué maison. Un bloc robuste, réputé quasiment indestructible. Les ouvriers qui l'assemblaient en connaissaient chaque pièce, chaque tolérance, chaque geste. Ce n'était pas un moteur qu'on achetait ailleurs et qu'on boulonnait sans comprendre. C'était le leur. Et cette fierté-là, la fierté de l'homme qui sait exactement ce qu'il fait et pourquoi, traversait tout l'atelier. Il faut mesurer ce que voulait dire l'intégration verticale de Flandria pour l'homme qui travaillait là. Dans une usine qui achète ses composants, l'ouvrier monte des pièces venues d'ailleurs. À Zedelgem, tout naissait sous le même toit. On y forgeait l'acier des cadres. On y coulait, usinait, ajustait les moteurs. On y fabriquait, pour les vélos de course, jusqu'aux pneus et aux câbles. Un homme pouvait passer devant l'atelier où l'on tirait le fil, puis devant celui où l'on soudait le cadre, puis devant la chaîne où l'on posait le moteur qu'il avait peut-être aidé à monter la semaine précédente. L'usine était un organisme complet. Chaque main y comptait, parce que chaque main y ajoutait quelque chose que personne d'autre au monde n'ajouterait à cette machine précise. Ce petit moteur était si prisé qu'il finit par voyager plus loin que les machines qui le portaient. Flandria en fabriquait tant qu'il en vendait aussi la mécanique à d'autres, et son bloc fut même construit sous licence à l'étranger, notamment à Figueres, en Espagne. L'entreprise essaima. Au-delà de Zedelgem et de Zwevenzele, elle monta des ateliers aux Pays-Bas, en France, au Maroc, au Portugal. Et dans presque chacun de ces pays, on assemblait des modèles particuliers, adaptés au marché local. Le lion flamand parlait désormais plusieurs langues. Mais où qu'il allât, il partait toujours du même cœur. Ce 50 cm3 crépitant, né sur un banc d'essai de Flandre occidentale. Et ce qu'on fabriquait ainsi était d'une variété étourdissante. Flandria ne faisait pas un cyclomoteur. Il en faisait une famille entière, avec des noms qui sonnaient comme une promesse d'évasion. L'Amazone, la Floride, la Princesse, la Caravelle, le Mirage, la Comète, le King, la Parisienne, le Sportif, l'Atlas. Il y eut même, dès 1954, un vrai scooter, le Fabrina, avec un moteur de 175 cm3 et une boîte à 4 vitesses. Il y avait un Flandria pour le facteur, un pour la ménagère, un pour l'ouvrier qui allait à l'usine, un pour le touriste. Utilitaire, grand tourisme, route sportive, tout-terrain, mini-bike, la gamme couvrait tout. Mais parmi tous ces noms, il y en avait un qui n'était pas comme les autres. Un qui n'était pas fait pour aller au travail ou au marché. Un qui était fait pour rêver. Le Record. Le Record n'était pas un cyclomoteur utilitaire à cadre-colle de cygne, de ceux qu'enfourchait le facteur. C'était une moto de Grand Prix miniature, pensée pour l'adolescent qui rêvait de courir. Regardez-le. Un réservoir bas et allongé, des coques aux lignes franchement italianisantes, car l'Italie, à cette époque, dictait le style de tout ce qui roulait vite. Un guidon bracelet fixé bas sur la fourche, un seau de vent pour fendre l'air. Et surtout, une boîte de vitesse manuelle, 4 rapports au sélecteur, à passer du pied, là où le cyclomoteur ordinaire se contentait d'un embrayage automatique paresseux. Un peu plus de 4 chevaux d'origine, tirés d'un demi-litre de cylindrée divisé par 10. Ce n'était pas la puissance qui comptait,
C'était le geste. Passer les vitesses au pied, comme sur une vraie moto de course. La lignée du record s'étend sur près de 20 ans, et chaque année ajoute un raffinement. Il y eut le record à 4 vitesses du milieu des années 60, puis le record 5 vitesses, puis, à la fin des années 60, les versions carénées, avec leurs petites bulles qu'on surnommait bikini. Puis toute la génération sportive qui suivit, jusqu'au modèle à jantes en aluminium, à selle biplace, et même, sommet du raffinement pour un 50 cm3, à frein à disque. Chaque millésime tendait un peu plus les lignes, promettait un peu plus de vitesse. Et il y eut, on l'a dit, une version qui portait un clin d'œil au marché voisin, la parisienne. Le nom, à lui seul, disait où allait une partie de ces machines. Car il faut le dire ici, à ce point de l'histoire où tout va encore bien, ce rêve ne s'arrêtait pas à la frontière. La Flandre occidentale touche le nord de la France, et le cyclomoteur, lui, ignorait les douanes. Le gamin de Bruges ou de Courtrai, qui rêvait d'un record, avait son exact jumeau à Tourcoing, à Roubaix, à Dunkerque. Flandria assemblait d'ailleurs à Warneton, tout près de la frontière, du côté français. Le désir était le même de part et d'autre d'une ligne que le deux temps traversait sans y penser. Pour toute une génération de garçons de 14, 15, 16 ans, sur les deux versants de cette frontière, le record était l'objet absolu, la première liberté. La ressemblance avec une vraie machine de course, le bruit du dimanche matin quand on lançait le moteur devant chez soi et que tout le quartier savait qu'on allait rouler. C'était cela, Flandria, dans ces belles années. Un petit moteur fabriqué de bout en bout par des mains qui l'aimaient, monté dans une machine que des enfants désiraient de tout leur cœur. Rien dans cet atelier plein d'odeurs d'essence et de bruit de deux temps ne laissait deviner qu'on fabriquait déjà, sans le savoir, l'objet qui serait bientôt jugé trop dangereux pour les routes. Chapitre 5. La garde rouge. Il y avait une autre manière pour Flandria de faire rêver, et celle-là ne roulait pas à 50 cm3. Elle roulait dans l'école, sous la pluie, sur les pavés du Nord et des Flandres. C'était le maillot rouge et blanc de l'équipe cycliste Flandria, la garde rouge. L'idée est de Paul Claise. À la fin des années 50, peu après la déchirure du mur, comme si l'usine avait décidé de répondre à la brisure familiale par un éclat de gloire, Meneer-Paul crée une équipe professionnelle et la confie à une légende vivante du cyclisme flamand, Briek Schott. 2 fois champion du monde, homme de fer, incarnation même de ce qu'on appelait le coureur flandrien, celui qui gagne dans la boue et le vent quand les autres renoncent. Schott, comme directeur sportif, allait faire de l'équipe Flandria l'une des plus grandes formations de l'histoire du cyclisme. Les chiffres de cette équipe donnent le vertige. Sur une vingtaine d'années, de la fin des années 50 à la fin des années 70, la Garde Rouge remporte quelques 70 courses classiques, 2 grands tours et 2 titres de champion du monde. Et la liste des hommes qui ont porté ce maillot rouge se lit comme un panthéon du sport. Rick Van Looy, l'empereur des Rentals, Walter Godefroot, les frères De Vlaeminck, Roger et Eric, Herman van Springel, le néerlandais Job Zoetemelk, le portugais Joaquim Agostinho, et un jeune Irlandais, timide, taillé pour la souffrance, qui débuta comme simple équipier avant de devenir l'un des plus grands coureurs de sa génération, Sean Kelly. Mais s'il faut retenir un nom, c'est celui de Freddy Martens. En 1976, sous le maillot Flandria, Martens remporte 54 victoires en une seule saison. 54. Il égale ainsi le record établi 5 ans plus tôt par Eddy Merckx lui-même. Sa rivalité avec le grand Merckx enflammait les Flandres, divisait les cafés, les familles, les villages. Et pendant que Martens levait les bras, sur son maillot, en travers de sa poitrine, il y avait un mot. Flandria. Le nom du village, le nom de la forge, le nom du petit moteur. Porté en triomphe sur les plus grandes routes d'Europe. Voilà ce que le maillot rouge apportait à l'usine. Un rayonnement qu'aucune publicité n'aurait pu acheter. Le gamin qui rêvait d'un record voyait le même nom sur le dos de ses héros. Le cyclomoteur et le champion portaient la même marque.
acheter un Flandria, c'était toucher un peu à cette gloire. Le lion du deux roues et le lion du peloton ne faisaient qu'un. Sauf que la gloire, elle aussi, avait sa part d'illusion. Et c'est ici qu'il faut raconter un détail que la direction de l'usine aurait sans doute préféré taire. Les vélos de course Flandria, en vérité, ne valaient pas tout à fait ceux des grandes marques italiennes. Le cadre italien, à cette époque, était l'étalon or du peloton, et aucune fierté nationale ne pouvait changer cela. Alors certains coureurs faisaient ce que font les professionnels quand leur métier dépend de leur matériel. Ils roulaient sur autre chose. Des cadres d'autres fabricants, repeints aux couleurs de Flandria, avec les décalcomanies de la marque collées par-dessus, à l'insu de la direction. C'est ainsi que Paul Claes aurait découvert que Freddy Martens, son champion, l'homme aux 54 victoires, roulait en réalité sur un Dios, une marque italienne, habillée en Flandria. Le prestige de l'usine, en partie, tenait à une couche de peinture. Le lion rouge triomphait sur des machines qui n'étaient pas toujours les siennes. Il n'y a pas de scandale à en tirer, et le narrateur se garde de tout réquisitoire. C'était le cyclisme de cette époque, et l'illusion faisait partie du jeu. Mais l'image est trop juste pour ne pas la garder en mémoire, car elle annonce quelque chose de plus grand. Flandria avait bâti son identité, sa fierté, son image, sur des produits qui brillaient plus qu'ils ne rapportaient. Le vélo de course, le cyclomoteur sportif, le panache. Et un jour, quand viendrait l'heure des comptes, on découvrirait que le panache, précisément, était ce qui coûtait le plus cher. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous sommes au sommet. Et il faut, avant la chute, mesurer la hauteur de ce sommet. Chapitre 6. Le rêve des gamins. Au début des années 70, Flandria est à son apogée. C'est le moment qu'il faut regarder en face, dans toute sa splendeur, parce que c'est aussi le moment exact où, sans que personne ne l'entende, le sol commence à se dérober. Le groupe compte désormais 4 usines, Zedelgem et Zwevezel en Belgique, Warneton dans le nord de la France, à la frontière même, et Agueda au Portugal. L'empire du petit moteur s'étend sur 3 pays. Au sommet, ce sont 2500 personnes qui vivent de Flandria, 2500 familles dont le pain sort de ses ateliers. Retenez ce chiffre, nous le retrouverons, tragiquement réduit, à la toute fin de cette histoire. Et la production donne le tournis. À son plus haut, dans ces années-là, l'usine sort près de 450 000 bicyclettes par an, des dizaines de milliers de cyclomoteurs. Mais aussi, et c'est ici que se cache la clé de tout, 100 000 appareils de chauffage, des convecteurs à gaz et des centaines de milliers de tondeuses à gazon. Car Flandria ne fabriquait pas que des rêves de vitesse. Flandria fabriquait aussi des objets ennuyeux, utilitaires, sans panache, des tondeuses, des radiateurs. Personne à l'usine n'était fier de ces produits-là. On était fier du record et du maillot rouge. Souvenez-vous de cela, parce que le jour venu, quand le curateur ouvrira les livres de comptes, il découvrira une vérité que personne à Zedelgem ne voulait voir. Les seuls produits qui rapportaient encore de l'argent étaient précisément les tondeuses et les convecteurs à gaz, les objets sans gloire. Et les produits sur lesquels Flandria avait bâti toute son identité, le vélo de course, le cyclomoteur sportif, étaient ceux qui perdaient le plus. L'entreprise avait misé son âme sur ce qui la ruinait. Mais en 1972, en 1973, personne ne lisait les comptes de cette manière. On voyait le maillot rouge gagner partout. On voyait les chaînes cracher 1,5 million de vélos. On voyait, dans chaque village de Flandre et du Nord, un gamin lancer son record devant chez lui dans un nuage de fumée bleue. Comment aurait-on pu imaginer que tout cela reposait sur du sable ? Car le monde, dehors, avait déjà commencé à changer. La voiture, à la portée de plus en plus de familles, était en train de vider la demande de 2 roues, de vélos comme de cyclomoteurs. Le gamin qui rêvait d'un record deviendrait un homme qui achèterait une automobile, et cette automobile-là, Flandria ne la fabriquait pas. Sur les marchés, une concurrence nouvelle arrivait de l'autre bout du monde. Honda, Yamaha, Suzuki, avec des machines mieux finies, souvent moins chères, que les sources décriront plus tard
comme le plus grand facteur du déclin de tout le secteur. Et déjà, dans certains pays, on commençait à s'inquiéter de ces cyclomoteurs qui allaient trop vite entre les mains d'adolescents trop jeunes. Le sommet est toujours l'endroit d'où l'on voit le plus loin. Mais debout sur ce sommet, au milieu du bruit des victoires et de l'odeur du mélange, personne à l'intérieur de ces murs ne voyait le monde qui était déjà en train de se refaire autour d'eux. Les entrepôts commençaient tout juste à se remplir de cyclomoteurs sportifs. On croyait que c'était de la marchandise. C'était le début d'un cimetière. C'était l'apogée, le point le plus haut. Et le plus haut, toujours, est le dernier endroit d'où l'on tombe. Chapitre 7. Le débridage. Il faut maintenant redescendre du sommet. Et pour comprendre la chute de Flandria, il faut d'abord accepter une vérité qui contrarie le récit facile. Quand le déclin a commencé, personne ne l'avait décidé. Aucun ministre, aucun repreneur, aucun traître. Le sol s'est mis à bouger tout seul. Regardez les chiffres du cyclomoteur et la date qui compte. En 1969, le secteur écoulait plus de 100 000 de ces machines par an. 4 ans plus tard, en 1973, les ventes étaient tombées à environ la moitié. Et cette chute-là, retenez-le bien, s'est produite avant les lois les plus dures, avant la Grande Répression. Le marché se retournait déjà de lui-même pour des raisons plus profondes que n'importe quel décret. La première de ces raisons portait 4 roues. À la fin des années 60, l'automobile devenait accessible à des familles qui, 10 ans plus tôt, n'y auraient pas songé. Or, l'automobile ne tue pas seulement le cyclomoteur, elle tue aussi le vélo. Le père qui achète sa première voiture ne remplace pas un 2 roues, il en remplace 2. Et Flandria, qui vivait du vélo et du cyclomoteur, se retrouvait frappé sur ses 2 jambes en même temps. La seconde raison venait de l'autre bout du monde. Honda, Yamaha, Suzuki. Les constructeurs japonais inondaient l'Europe de petites machines mieux finies, souvent moins chères, plus modernes. Les sources qui ont étudié cette période le disent sans détour. La concurrence japonaise fut le plus grand facteur du déclin de tout le secteur. Ce n'était pas une trahison, c'était une marée. Et une marée ne se combat pas avec un mur de briques au milieu d'une usine flamande. Mais il y avait une troisième raison, et celle-là tenait au produit lui-même, à ce qui faisait sa gloire, à ce moteur maison réputé indestructible. Car un moteur indestructible est aussi un moteur qu'on peut martyriser sans qu'il casse. Et c'est exactement ce que faisaient les gamins. Le petit 50 cm3 de Flandria était notoirement facile à trafiquer. On réalisait le cylindre, on montait un kit, on changeait l'échappement, l'admission, le carburateur, parfois la transmission. Chacun avait sa recette, apprise d'un grand frère ou d'un copain, échangée à voix basse dans un garage un samedi après-midi, entre 2 odeurs d'essence et un poste de radio. Le résultat de ce bricolage était une machine méconnaissable. Un cyclomoteur censé rouler à 40 ou 50 km/h atteignait désormais 85-90 km/h. Une vitesse de vraie moto. Sur des freins à tambour qui n'avaient jamais été conçus pour l'arrêter. Sur des pneus fins de bicyclette qui n'avaient jamais été pensés pour la tenir en courbe. Les distances de freinage s'allongeaient jusqu'à l'absurde. La tenue de route était dépassée. Et aux commandes, il y avait un garçon de 15 ou 16 ans qui découvrait la vitesse pour la première fois de sa vie. Songez à ce que cela voulait dire dans un lieu comme Warneton. Ce bourg du Nord, à cheval sur la frontière, où Flandria avait installé ses chaînes d'assemblage françaises au milieu des années 50, et où l'on fabriquait même un modèle rien que pour la France, le sportif. Le nom, à lui seul, disait la promesse. De part et d'autre de cette frontière que le 2 temps traversait sans y penser, les mêmes gamins montaient les mêmes machines, les trafiquaient de la même façon et se tuaient sur les mêmes routes. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Une vague d'accidents s'abattit sur cette génération, des accidents graves, souvent mortels, chez des adolescents. Dans les Flandres comme dans le Nord, des familles enterrèrent des fils de 16 ans, morts un dimanche matin sur un cyclomoteur trafiqué. Ici, un mot d'honnêteté s'impose. Les chiffres précis que l'on trouve aujourd'hui, de l'ordre de plusieurs dizaines de morts par an chez les plus jeunes, une part importante des cyclomoteurs accidentés étant débridés, proviennent de sources plus tardives. Questions posées à l'Assemblée nationale, statistiques d'assureurs. Il serait malhonnête de les présenter comme des relevés de l'époque.
Mais l'ampleur du phénomène, elle, n'est pas contestée. La panique des parents, la peur des autorités, le sentiment qu'une machine vendue comme un jouet était en train de tuer des enfants, tout cela était réel, des deux côtés de la frontière. Et une société qui voit mourir ses adolescents finit toujours par agir. C'est cette peur, légitime, humaine, qui va armer le coup suivant. Le coup qui viendra, cette fois, de l'État. Non pas pour trahir une usine, mais pour enterrer moins de gamins. Chapitre 8. Les lois qui ont tué la vitesse. Voici le moment où il faut résister à la tentation la plus facile de tout ce récit, la tentation du réquisitoire. Car ce qui arrive maintenant à Flandria, c'est l'État qui l'inflige. La France d'un côté, la Belgique de l'autre. Et il serait si simple d'en faire des coupables. Mais l'État ici ne brade rien, ne trahit personne. Il répond à des morts. Le drame de Flandria, c'est que sauver les enfants revenait exactement à tuer son produit. Suivons la loi française, année après année, parce que la mécanique est implacable. Jusqu'en 1969, un cyclomoteur pouvait légalement rouler à 50 km/h. C'était la vitesse pour laquelle le record avait été pensé, vendu, désiré. En septembre 1970, un premier décret impose le bridage des cyclomoteurs neufs. Les machines qui sortent désormais des usines doivent être limitées. C'est le premier tour de vis. Puis vient le coup décisif. En décembre 1975, un arrêté fixe la vitesse à 45 km/h pour tous les cyclomoteurs en circulation, y compris les anciens, y compris ceux qui n'avaient jamais été bridés. La limite de 50 est abrogée. D'un trait de plume, des centaines de milliers de machines déjà vendues deviennent, en droit, hors la loi si elles dépassent cette vitesse. Et l'étau se resserre encore. La loi impose un pédalier de style bicyclette. Cette obligation durera jusqu'en 1992. Le casque devient obligatoire. Les assurances, de leur côté, commencent à se désengager des engins débridés. Rouler trafiqué, désormais, c'est rouler sans couverture, et parfois hors la loi. De l'autre côté de la frontière, en Belgique, le mouvement est le même. Casque obligatoire, limitation de vitesse, de l'ordre de 40 km/h. L'effet est identique, et il est brutal. Il faut mesurer ce que cela signifie pour une machine comme le record. Le record n'était pas un cyclomoteur utilitaire dont on aurait pu vanter, malgré la loi, l'économie ou la commodité. Le record ne se vendait que sur une seule promesse, la vitesse. La sensation de piloter une vraie moto de course. Le geste de passer les vitesses au pied pour aller vite. Retirez la vitesse et il ne reste rien. Vous avez une moto de Grand Prix miniature condamnée à l'allure d'un vélomoteur poussif. Vous avez vendu un rêve de liberté à un gamin et l'État vient de le brider à 45. Le seul argument de vente du produit venait de devenir illégal. Et avec lui, presque instantanément, tout le marché du cyclomoteur sportif à boîte manuelle s'est éteint. C'est ici qu'apparaît la deuxième décision fatale de Flandria, la première ayant été le mur. Mais celle-ci, contrairement au mur, ne fut pas un coup de colère. Ce fut un choix stratégique, mûri, assumé. Faire de l'identité de la marque le cyclomoteur sportif rapide à boîte de vitesse. Aimé, puis Paul Claes, avaient parié que le désir adolescent de vitesse porterait durablement le marché. Ils avaient aligné tout leur appareil industriel, les moteurs, les cadres, l'image, le maillot rouge, sur cette machine précise. Au moment même où l'usage réel du deux roues basculait vers l'utilitaire et vers l'automobile, et où la loi s'apprêtait à cibler exactement ce type d'engin. Ce n'était pas idiot. Dans les années 60, c'était même brillant. Le record faisait rêver, se vendait, gagnait des parts de marché. Mais c'était un pari sur un avenir qui n'est pas venu. Quand la loi a tué la vitesse, Flandria s'est retrouvé du mauvais côté de l'histoire, avec des usines calibrées pour fabriquer précisément ce que la société venait de décider de ne plus vouloir. Et qui contestait ? Voilà la vraie douleur de ce chapitre. Il n'y a pas de dissident héroïque à célébrer, pas de ministre à clouer au pilori. Les parents voulaient la loi, ils avaient enterré des enfants. Les gamins voulaient la vitesse, ils avaient 16 ans. Et l'usine était prise entre les deux, fabriquant un désir que la société venait de déclarer trop dangereux. Ce n'est pas une trahison,
c'est une tragédie sans coupable. Et c'est plus lourd, au fond, que n'importe quelle indignation. Chapitre 9. Les entrepôts pleins. Imaginez maintenant l'usine à la fin des années 70. Les chaînes tournent encore, le maillot rouge gagne encore. Mais dans les entrepôts, quelque chose s'accumule. Des cyclomoteurs sportifs. Rangée après rangée. Des machines superbes, fabriquées pour une vitesse devenue illégale, que plus personne ne veut acheter. C'est l'image qui résume tout. Des entrepôts pleins d'un rêve devenu invendable. Le problème n'était pas seulement le stock, c'était toute la structure. Flandria avait bâti un appareil industriel gigantesque, 4 usines, l'intégration verticale totale, la capacité de fabriquer des centaines de machines par jour, calibrée pour un produit que le marché condamnait. Une usine qui fabrique tout doit tout amortir. Et quand les ventes s'effondrent, cette machine magnifique devient un poids qui vous entraîne par le fond. À cela s'ajoutait le train de vie. La garde rouge, cet instrument de gloire, était aussi un gouffre. Une grande équipe cycliste, c'est plus de 200 courses par an, des salaires de vedettes, une logistique lourde. Tant que l'argent coulait, c'était de l'orgueil bien dépensé. Quand l'argent se tarit, c'est une hémorragie. Et il faut ici raconter une histoire que peu connaissent, parce qu'elle dit tout de l'état d'esprit qui régnait au sommet pendant que la base commençait à céder. En 1976, l'année même où Martens accumulait ses victoires, Paul Claes fit ériger, à Torhout, un vaste manège et une salle des fêtes. Il l'appela le Flandria Ranch. Le nom de l'usine, cette fois, ne roulait plus. Il paradait, en pleine zone agricole, sur un complexe de loisirs. Bâti sans permis. On lui décernera plus tard un titre peu enviable, celui du plus grand délit de construction de toute la Flandre. Et le plus révélateur n'est pas l'ouvrage lui-même, mais qui s'y trouva entraîné. D'anciennes vedettes de la Garde rouge, Freddy Martens, Michel Pollentier, Marc de Meyer, furent mêlés à l'aventure. Et quand Flandria s'effondrera, ils y laisseront eux aussi des plumes financières. Voyez le tableau. Pendant que les cyclomoteurs invendus s'entassaient dans les entrepôts, pendant que la production de vélos s'effondrait, l'argent et l'énergie de la maison partaient vers un manège de luxe sans permis, où des champions ruineront une part de leur fortune. La direction regardait ailleurs. Elle regardait le prestige. Elle ne regardait pas le gouffre. Or, le gouffre, lui, était mesurable. Souvenez-vous, au début de la décennie, l'usine sortait près d'1 demi-million de bicyclettes par an. En 1979, la production était tombée à 32 000. 32 000. Un effondrement de plus de 9 dixièmes en 10 ans. Ce n'était plus une entreprise en difficulté. C'était une entreprise en train de disparaître, département après département. Mais la révélation la plus cruelle, celle qui donne à toute l'histoire son sens tragique, ne viendra qu'à la toute fin, quand le curateur ouvrira les livres. Et ce qu'il y découvrira mérite qu'on l'énonce clairement, parce que c'est le cœur de cette tragédie. La division cyclomoteur était la plus catastrophique de toutes. La division vélo perdait elle aussi énormément d'argent. Et les seuls produits encore à peu près rentables, les seuls, étaient les tondeuses à gazon et les convecteurs à gaz. Les objets ennuyeux, les produits sans panache, dont personne à l'usine n'était fier, qu'on ne mettait ni sur les affiches, ni sur les maillots. Comprenez bien ce que cela signifie. Pendant des décennies, Flandria avait misé son identité, sa fierté, son prestige, sa gloire sportive, et jusqu'à un manège sans permis, sur précisément les 2 produits qui perdaient le plus d'argent, le vélo de course et le cyclomoteur sportif. L'entreprise avait bâti son âme sur ces produits déficitaires et gagné sa vie, sans le célébrer, avec des tondeuses. Toute la tragédie de Flandria tient dans ce renversement. Ils sont morts en défendant ce qu'ils aimaient au lieu de ce qui les faisait vivre. En 1980, la direction tente enfin une restructuration. On cherche à réduire, à sauver ce qui peut l'être. Mais il faut le dire sans détour, c'était trop tard. Le marché du cyclomoteur sportif était mort depuis 5 ans. Les entrepôts étaient pleins. Les vélos avaient fondu. La structure était trop lourde, la blessure du mur trop ancienne, la marée japonaise trop haute. On ne restructure pas un pari perdu. On solde. Et le premier symbole à tomber
ne sera pas une chaîne de montage. Ce sera un maillot. Chapitre 10. Le 21 mai. À la fin de l'année 1979, l'argent manque au point qu'il faut renoncer à ce qui avait fait la fierté nationale de la marque. La Garde rouge est dissoute. L'équipe cycliste, les 70 classiques, les 2 titres mondiaux, le maillot rouge que Martens avait porté à 54 victoires, tout cela s'arrête. Le maillot rouge disparaît du peloton près de 18 mois avant que les grilles de l'usine ne se ferment. Il faut s'arrêter sur ce détail, parce qu'il dit quelque chose de profond. Le symbole est mort avant le corps. La gloire s'est éteinte avant l'atelier. Ceux qui suivaient les courses ont compris, ce printemps-là, que quelque chose n'allait plus, bien avant que les ouvriers n'entendent le mot de faillite. Le 21 mai 1981, la NV Claes Flandria dépose son bilan. 500 personnes travaillaient encore là au moment du dépôt. 500. Souvenez-vous du chiffre du sommet. 2500 familles vivaient de Flandria dans les grandes années. Il n'en restait plus qu'un 5e, et ce 5e-là venait de tout perdre. Ce fut l'une des faillites les plus retentissantes de toute l'histoire industrielle de la Flandre occidentale d'après-guerre. Et pourtant, l'usine ne s'arrêta pas tout de suite. Pour une raison que personne n'aurait devinée, car Flandria, dans ces dernières années, ne fabriquait pas que des vélos et des cyclomoteurs. L'usine produisait aussi les réservoirs à carburant des camions Volvo assemblés à Gand. Si le curateur avait coupé cette fourniture du jour au lendemain, ce n'est pas seulement Flandria qui se serait arrêté. La chaîne de Volvo se serait arrêtée aussi. Le curateur décida donc de maintenir une activité. Il réembaucha une centaine d'anciens ouvriers, notamment pour honorer les fournitures et pour écouler les stocks énormes de matières premières et de produits semi-finis qui dormaient dans les entrepôts. Puis vint l'image qui referme tout. Dans les semaines qui suivirent, le samedi, l'usine de Zedelgem fut prise d'assaut. Non par des ouvriers, par des centaines de chasseurs de bonnes affaires venus rafler les stocks à bas prix. Les pièces, les machines, les cyclomoteurs invendus. Le rêve des gamins, bradé au poids, un samedi, à des gens qui venaient faire une affaire. L'usine qui avait mis un lion sur Broadway finissait en vide-grenier. Il y a dans cette histoire une historienne à qui l'on doit une part de ce que l'on sait. Isabelle de Decker, dont le mémoire, soutenu à l'université de Gand en 1999, portait un titre qui dit tout. Flandria, le lion de jadis. Elle a recueilli les témoignages d'anciens ouvriers et cadres et gardé vivante la mémoire humaine de ce qui s'était joué là. Sans ce travail, il ne resterait que des chiffres et des dates. Reste le mur. Vous vous souvenez du mur de briques dressé au milieu de l'usine pour séparer Aimé de Rémy ? Voici sa dernière ironie. C'est Superia, l'entreprise née de la moitié de Rémy, celui qui était parti avec le nom volé et qui était entre-temps devenu une entreprise publique, qui rachète la marque Claes Flandria à la curatelle. Et pour réunir les activités, on abat enfin le mur. Un quart de siècle après l'avoir dressé, on le fait tomber. Trop tard pour sauver quoi que ce soit. Le mur ne tombe pas pour réconcilier deux frères. Il tombe parce que l'un des deux est mort et que l'autre récupère sa dépouille. Ce qui a suivi tient en quelques lignes, et chacune est une petite mort. Les vélos repartirent un temps sous la marque réunifiée Superia Flandria. Puis, au milieu des années 80, cette production s'arrêta à son tour, et la marque de cycle fut cédée. Les tondeuses, elles, survécurent plus longtemps que le Prestige. On en vendit sous le nom Flandria jusqu'en 1989. Tondeuses et radiateurs passèrent ensuite au Suédois Stiga, qui finira par fermer sa production à Zedelgem au début des années 2000. La branche chauffage se prolongea, changeant de main, sous le nom de Superia Radiator, jusqu'à s'éteindre définitivement à Zedelgem en 2019. Ce jour-là, il restait environ 80 salariés, les derniers témoins d'un ensemble qui, à son apogée, en avait employé des milliers. Notez la logique cruelle de cet ordre de disparition. Ce qui mourut en premier, ce fut la gloire, le maillot, le cyclomoteur sportif.
Ce qui survécut le plus longtemps, ce furent les tondeuses et les radiateurs. Les produits ennuyeux. Jusqu'au bout, ce sont eux qui payèrent les factures. Il y eut pourtant une résurrection, discrète. En 2002, un Anglais, Adam Longworth, racheta la marque de cycle Flandria et la relança sur des matériaux modernes. Le lion n'était pas tout à fait mort. Mais ce n'était plus l'usine, plus la Flandre, plus les mains de Zedelgem. C'était un nom, sauvé du naufrage, remis à flot ailleurs. Alors, qu'est-ce qui reste aujourd'hui de tout cela? À Zedelgem, il reste une ville qui est toujours industrielle. Mais grâce à l'autre Claes, grâce à Léon, celui qui, au tournant du siècle, avait quitté la forge pour les machines agricoles. Là où le frère du deux roues a disparu, le frère de la moissonneuse a prospéré. New Holland assemble encore des machines à Zedelgem. Le contraste que nous avions posé au tout début a rendu son verdict. Celui qui avait misé sur la terre, sur les machines qui nourrissent, a survécu. Celui qui avait misé sur le rêve des gamins, sur la vitesse, a été enterré. 2 frères, 2 paris, un seul survivant. Paul Claes, Menéar Paul, le grand patron des années de gloire, celui du maillot rouge et du manège sans permis, s'est éteint à Zedelgem en 2011, à 78 ans. Ses petits-fils y ont récemment ouvert un magasin de vélos. Ils l'ont appelé Café Vitesse. Le nom de la famille revenu au cycle, à petite échelle, sans usine, sans maillot rouge, sans mur, là même où tout avait commencé, dans un hameau au bord d'une chaussée de campagne. Et le record? Le record est devenu une pièce de collection. La machine que l'on avait jugée trop dangereuse pour les routes, que la loi avait bridée pour cesser d'enterrer des adolescents, est aujourd'hui bichonnée dans les garages, restaurée avec amour, recherchée en vente aux enchères, discutée sur des forums par des hommes qui, gamins, en rêvaient devant les vitrines. L'engin de la panique morale est devenu l'objet de la nostalgie. Ceux qui ont survécu à leurs 16 ans le caressent maintenant comme on caresse sa jeunesse. C'est peut-être cela, le dernier mot de cette histoire. Flandria n'a pas été tué par une trahison. Aucun ministre ne l'a bradé, aucun repreneur étranger n'a fermé les grilles pour éliminer un concurrent. Flandria est mort d'un pari. Le pari sur la vitesse, sur le rêve, sur le panache plutôt que sur la tondeuse. C'était un beau pari. C'était même pendant 20 ans un pari gagnant. Mais le monde a changé. La voiture est venue, le Japon est venu, et des enfants sont morts sur des machines trop rapides, alors la société a dit non à la vitesse. Et Flandria, qui avait tout misé sur elle, n'avait plus rien d'autre à jouer. Le nom est toujours là, quelque part, sur un vélo relancé, sur l'enseigne d'un magasin tenu par des petits-fils, sur un record restauré qu'on sort le dimanche, du côté de Bruges comme du côté de Dunkerque. Mais l'usine, elle, les 4 usines, les 2500 mains, le petit moteur qu'on lançait sur le banc d'essai, l'odeur du mélange le matin. L'usine s'est tue. Il reste le lion. Il ne reste plus le rugissement.